merci à tous aujourd'hui dans cet entretien question d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Gloire Kawaya, acteur politique indépendant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Meilleurs vœux également pour l'année 2026. Merci beaucoup M. Lévy. Je les remercie également à toute la population et je vous remercie pratiquement de l'opportunité faite à ma personne. Je crois que cette année, nous allons faire encore le nécessaire pour répondre aux besoins par nos réflexions, répondre aux besoins justement qui gangrènent notre population. Voilà, l'entame d'une nouvelle année 2026, c'est une occasion d'évoquer plusieurs sujets dans les secteurs clés de la vie en termes d'avancées et des défis. Aujourd'hui, comment saluez-vous déjà les avancées enregistrées dans les années précédentes dans différents secteurs clés de la vie nationale au pays et qu'est-ce qui reste à améliorer en tant qu'acteur politique indépendant? Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est une question quand même générale, c'est une question holistique. Moi, je crois que aujourd'hui, d'abord, nous devons bravoter le gouvernement, nous devons bravoter le président de la République par le truchement, bien sûr, du gouvernement, parce que jusque-là, nous avions quand même une stabilité sur certains secteurs, comme vous l'aviez tantôt épinglé. Et moi, je pense que naturellement, il nous revient également de droit de penser et de voir comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois, premièrement, la question sécuritaire, jusque-là, elle a été quand même tant soit peu maintenue. Et sans d'abord critiquer cette question, je voudrais d'abord féliciter parce que jusque-là, nous avions vu que nos forces armées ont quand même démontré de quoi elles étaient capables, ou encore le gouvernement a démontré de quoi il était capable pour protéger tant soit peu la partie restante de la République démocratique du Congo. Il y a eu des accords, il y a eu l'accord du 4 décembre. Exactement, je vais décortiquer. Il y a eu la résolution de l'ONU. Exactement, je vais décortiquer ce côté-là. Il y a eu également l'appréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar, même si c'est une grande question également qui reste à discuter, parce que non seulement que nous avions vu l'appréciation du dollar, mais nous avions également vu qu'il y avait également la flambée ou encore la montée ou encore la hausse de prix justement des aliments de première nécessité. C'est quoi la cause de... Il y a eu quand même que la banque, la politique monétaire pour les truchements de la Banque centrale qui a eu à déverser quelque chose de 50 millions de dollars, question d'équilibrer les marchés économiques, mais cela n'a pas empêché justement de constater malheureusement que ça n'avait pas d'impact social, parce que non seulement qu'il y a eu l'appréciation du dollar, plutôt l'appréciation du franc congolais, mais quand vous avez vu ou quand vous vous rappelez de prix, jusque-là, le prix n'ont pas changé. Malheureusement, c'est parce que nous n'avons pas le monopole de décider, d'autant plus que nous ne produisons rien. Et je crois que parmi les forces d'un pays, ou encore sur le plan économique, il faudrait que nous puissions, tant soit peu, nous puissions grandement produire. Mais vous allez voir que notre pays, jusque-là, ne fait pas. Il y a eu également la question éducationnelle. Ça veut dire que jusque-là, nous voyons qu'au niveau de la quantité, parce qu'il faudrait également parler de la qualité de l'enseignement, mais nous avions vu que jusque-là, nos frères ou encore nos enfants allaient quand même bonnement à l'école sans toucher la question de la qualité de l'enseignement, parce que c'est une grande question également qui évoque à ce que le gouvernement puisse encore éjecter ou encore puisse mettre beaucoup de moyens afin que nos enfants puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Vous, comment jugez-vous la qualité de l'éducation déjà? Comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'elle est déjà là. Ça fait déjà 7 ans que le gouvernement ou encore le président de la République est au sommet de l'État. Et il fait les nécessaires et conjugue beaucoup d'efforts pour que cette gratuité puisse rester ou continuer. Ça, c'est à bravoto, encore à féliciter. Mais la grande question reste également à savoir quelle est la qualité de l'enseignement. Ça veut dire, au-delà que nous puissions demander aux élèves, parce que c'est déjà 6 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école, ça c'est une grande question, c'est une question à féliciter. Mais quelle est la condition, encore quelles sont les conditions qui sont mises pour ces enfants? Quels sont les moyens d'encadrement dans lesquels vivent ces enfants-là? Donc c'est une autre question, parce que vous allez voir, avec un peu de souvenir, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'enseignants, ou encore le corps professoral a eu à organiser des grèves où ils plaidaient à ce que l'État puisse revoir justement leur assiette salariale. Donc vous voyez qu'il faudrait aussi que nous puissions motiver, le gouvernement puisse aussi motiver les enseignants à donner bonnement et qualitativement justement l'éducation. Parce que non seulement que ces enfants reprennent, non seulement que ces enfants doivent étudier, mais ils doivent étudier dans de très bonnes conditions, dans des bonnes infrastructures, mais aussi ces personnes qui doivent leur donner l'éducation doivent être motivées aussi au niveau de leur qualité. Est-ce que, parlant de la qualité de l'enseignement, est-ce que ça a un impact sur l'emploi ou même la lutte contre le chômage? Exactement, parce que vous savez, comme disait Nelson Mandela, c'est que si vous voulez former la jeunesse, si vous voulez former un peuple, il faut justement mettre ou encore miser sur l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation constitue le piédestal de toute
de tout développement. Il faudrait que vous soyez éduqués pour penser, il faudrait que vous soyez éduqués, vous soyez enseignés pour changer ou encore inventer. Aujourd'hui, si nous parlons des nouvelles technologies, il faudrait quand même qu'il y ait de l'éducation. Donc, de ce point de vue, je pense que l'éducation représente le socle de tout développement d'un pays, parce qu'un peuple, excusez du peu, un peuple abruti ne saurait même pas revendiquer ses droits. Un peuple abruti ne saurait pas revendiquer ses propres droits, mais aussi respecter l'État, ou même connaître ou comprendre l'importance de l'État. Mais le pays a déjà de l'éducation dans différents secteurs. Ben, je n'aimerais pas vous poser la question, mais je ne crois pas. L'éducation, oui, mais est-ce qu'une éducation de qualité ou encore une éducation adéquate? Ça veut dire une éducation qui répond aux besoins actuels de notre population, une éducation qui répond aux besoins actuels des nouvelles technologies. Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, il faudrait que nous puissions aujourd'hui avoir une formation sur ces plans-là. Lorsque nous parlons de nouvelles technologies comme par exemple la fabrication de véhicules, des batteries, mais aussi, permettez du peu, parce que sur le plan sécuritaire, de bombes atomiques ou des armes nucléaires, ce sont des grandes questions qui demandent à ce que le gouvernement puisse répondre. Le gouvernement doit reprendre et revoir la formation qu'il attribue à sa jeunesse. La qualité d'enseignement. Ça veut dire que le gouvernement doit revoir les besoins actuels qui doivent se marier, qui doivent s'accoupler ou encore s'accoupler justement aux besoins ou encore à la qualité de l'enseignement qu'il donne à la jeunesse, à la qualité de l'enseignement qu'il donne aux étudiants. Si vous partez par exemple à l'université, vous allez voir que les filières qui sont là, est-ce que ce sont des filières qui correspondent aux besoins actuels? Vous voyez, lorsque nous devons parler de l'agriculture, est-ce que nous avons des facultés ou des filières qui donnent bonnement l'agriculture et qui permettent aux étudiants, lorsqu'ils finissent d'apprendre l'agriculture, et de s'adapter au terrain? Vous voyez au fond, nous parlons de la question sécuritaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des écoles, il y a des formations adaptées qui donnent aux étudiants ou encore aux élèves, permettez du peu, leurs moyens de comprendre comment fabriquer des bombes? Parce que ça permet également de nous sécuriser et ça fait partie de la souveraineté. Parce que si nous disposons des armes nucléaires, aujourd'hui, vous allez voir, sans pour autant aller en besogne, vous allez voir qu'aujourd'hui, sur les puissances internationales, les pays sont respectés en fonction aussi des armes nucléaires. Donc, si nous disposons d'une formation adéquate par rapport à cela, je crois que le pays également sera respecté. Et comment avez-vous salué les efforts fournis à la fois au niveau national et international? Parce qu'il y a eu des accords, déjà le récent accord, c'est celui du 4 décembre dernier, entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation, les bons offices des États-Unis à l'administration Trump. Et puis il y a eu récemment une résolution de l'ONU, parlant toujours de la situation sécuritaire dans l'Est. Ben, pratiquement, moi je crois que c'était un moment de douce amère. Pourquoi je le dis? Parce que naturellement, nous avions connu déjà une entrée négative de force, une entrée négative de force négative de l'FCM 23 qui a récupéré malheureusement quelques territoires de notre pays. Mais dans une certaine mesure, nous avons vu sur le plan diplomatique que le gouvernement nécessitait de conjuguer beaucoup d'efforts pour mettre la stabilité, pour reprendre à la paix. Mais une paix durable. Mais s'agissant de l'accord, nous avions vu que nous avions signé l'accord et ce qui est grave, même si ça n'a pas été votre question, c'est que jusque-là, les présidents Trump c'est bravote ou encore se félicite justement d'avoir fini la guerre à l'Est. Est-ce que réellement c'est ça? Parce que si nous regardons, il y a jusque-là, l'occupation reste là, en fait. C'est des forces négatives qui occupent l'Est de notre pays. Mais nous avions déjà signé l'accord. Donc, ce sont de grandes questions. Vous prenez l'accord de Doha, est-ce que jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin? Mais si nous essayons de regarder dans le profondissime, nous constatons que nos partenaires avec qui nous devons négocier, entre guillemets, restent encore têtus à résoudre ou encore à se plier à certaines résolutions. Donc, je crois que... Comment obtenir le cessez-le-feu? C'est la grande question des défis évoqués par les membres du gouvernement congolais. Bon, je crois que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya, qui a évoqué le dialogue qui sera sûrement annoncé. Mais cela ne suffit pas. Moi, je crois qu'au-delà du dialogue, ce qui peut, de manière pratique, de manière pragmatique, qui peut finir la guerre, c'est d'équiper notre armée, M. Billy, parce que nous n'allons pas rester dans cette remontrance, dans cette habitude, dans cette tradition de toujours revenir au dialogue pour reprendre ce qui nous est de droit. La paix n'est pas un miracle, elle n'est pas une panacée. La paix, elle est là, en fait. La paix, c'est notre droit. Et si vous voyez aujourd'hui, près de 1500 personnes ont été tuées déjà dans les carnages d'Ouvira et autres. Et donc ça, c'est grave, parce que ces gens qui meurent ne sont pas des étrangers. Ces personnes, ce sont nos frères, ce sont nos mamans, ce sont nos pères. Et donc je crois que le gouvernement doit reprendre ses responsabilités à équiper notre armée. Je félicite également les budgets de l'armée qui est maintenant là des 5 milliards quelque chose, mais
Jusque-là, nous voulons que notre armée soit équipée, soit formée, soit éduquée, afin qu'elle puisse nous donner ce qui est de droit, en fait. La paix n'est pas quelque chose que nous allons commencer à pleurnicher. Elle est notre droit et nous devons justement l'en bénéficier. Voilà, il y a d'autres questions, entre autres de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui, c'est un grand défi. Bien sûr, nous en avons effleuré un tout petit peu. Mais aujourd'hui, comment parvenir à plus d'emplois? Parce que c'est aussi l'un des défis, lutte contre le chômage, création d'emplois, promotion de l'entrepreneuriat. Le président de la République, parmi même ses engagements, je crois qu'il a évoqué cet aspect d'employabilité des jeunes. Il a évoqué cet aspect où les jeunes devraient regagner le chemin du travail. Moi, je crois que c'est une grande question, mais il faudrait maintenant que nous puissions faire un écart, nous puissions faire un cap. C'est que aujourd'hui, non seulement que nous devons miser sur l'entrepreneuriat, mais nous devons miser sur un entrepreneuriat qui est soutenu par l'État congolais. Nous avons des jeunes brillantissimes, nous avons des jeunes qui sont innovateurs, mais qui n'ont pas les soutiens du gouvernement. Et par voie des conséquences, leur projet meurt. Vous voyez au fond. Premièrement. Deuxièmement, je crois que le gouvernement doit également nous fournir de l'emploi par le truchement des investisseurs, par le truchement de ce que nous appelons du ministère de PME, petites et moyennes entreprises au fond. Et donc je crois que la question de l'entrepreneuriat, c'est une grande question qui doit être traitée avec beaucoup de réserve. Parce que je me vois avec un projet qui me dépasse 50 millions. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Il y a des banques, il y a des structures qui sont censées financer c'est bien de le dire, monsieur les projets. Moi, je parle de manière pragmatique. C'est que vous avez des projets. Nous avons des jeunes qui ont beaucoup de projets dans ce pays, mais qui ne disposent pas d'un soutien. Au fond, malheureusement. Et nous reconnaissons, il y a par le truchement du ministère de la Justice, de la Jeunesse, nous avions vu qu'on avait mis en place un village d'opportunités. Il a parlé de 20 000 personnes, des 20 000 jeunes qui ont participer à ces villages-là. Mais combien ont été recrutés? Combien ont eu l'accès au crédit, comme vous l'aviez tantôt dit? Combien ont été soutenus? Donc, ce sont des grandes questions. Il ne suffit pas seulement de la bonne volonté, il faudrait également accompagner cette volonté par des mesures d'encadrement. Il y a des jeunes brillantissimes qui ont des projets et qui aimeraient à ce que le gouvernement leur soutienne. Pour que les projets ne soient pas mirifiques. Exactement. Et voilà, aujourd'hui, au regard de tous les sujets évoqués, au regard des différents secteurs clés de la vie nationale, quelles peuvent être les priorités? Bien sûr, nous sommes dans un contexte prioritairement des recherches de la paix dans l'Est. Il y a également d'autres secteurs parallèles de la vie nationale. Quelles peuvent être les priorités et comment parvenir aujourd'hui à résoudre ces défis? Malheureusement, je dois le dire sincèrement que dans ce pays, tout est prioritaire. Donc tout est prioritaire. Parce que si nous essayons de voir dans les secteurs clés de la vie nationale, il y a à manger et il y a également à boire. Ça veut dire que nous devons le réclamer. Mais tout ne peut pas être prioritaire. Oui, je vais vous donner, je vais exemplariser. Par exemple. Non, mais même la musique doit être soutenue. Nous avons la Sokoda et autres. Vous voyez au fond, il y a le ministère de la Culture, M. Billy. Donc il ne faudrait rien négliger. Je crois que même ces musiciens qui chantent sont là, je ne voudrais pas exemplariser avec ce que nous avions vu à la Cannes avec Lumumba Vea, mais vous voyez au fond que ce sont des jeunes. Nous avions parlé de l'entrepreneuriat. Ce sont des talents qui doivent être valorisés. Mais la grande question, c'est de savoir quelles sont de manière pragmatique les priorités essentielles de notre pays. Il y a la paix. Jusque-là, comme je le dis, il y a plus de 3000 personnes qui sont en Ouganda parce que ces personnes ont fui la guerre. Donc ça veut dire, la question de la paix, elle est une grande question. Il y a la question de l'eau potable, il y a la question de l'électricité, il y a la question du chômage. Ce sont les grandes questions qui figurent dans le cerveau du gouvernement. Et je crois que de manière pratique, le gouvernement devrait prendre ces questions et apporter des pistes et des solutions concrètes. Voilà, c'était vos analyses. Nous avons écoulé tout notre temps et c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de questions d'actualité à l'entame, à l'aube d'une nouvelle année 2026. Monsieur Gloire Kawaya, vous êtes acteur politique indépendant. Ça sera encore un plaisir, un honneur de vous retrouver prochainement pour d'autres points d'actualité. Merci beaucoup. C'est fut un honneur d'être là, mais aussi c'est fut un grand plaisir de me retrouver avec vous pour parler République. Voilà. Madame, Messieurs, par ici s'achève la question d'actualité d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Au revoir et bonne continuation de nos programmes.